d'inviter le secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, le professeur Charles Binam Bikui, who will talk academics to us, as this academic society must hear. You have heard what the President Chancellor has to say about him. You will hear what he has to say about us. Monsieur le Secrétaire exécutif. Mesdames et Messieurs, les professeurs et membres du corps enseignant, excellents amis étudiants, étudiantes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, loués soient nos ancêtres des 4 coins du continent qui, en ce jour, nous ont fixé rendez-vous ici pour célébrer l'excellence africaine autour de la prestigieuse cérémonie de graduation et de remise de doctorat honoris causa de Udegbe North American University de Bénin. Je salue entre tous les mânes des rois bâtisseurs de l'éternel Dahomey, dans la lignée desquels s'inscrit, belle extension de leur ouvrage plusieurs fois séculaire, l'institution qui nous accueille et nous honore aujourd'hui. Je salue du fond du cœur les illustres promoteurs de l'événement et m'incline tout spécialement devant la fraternité, la générosité, l'humilité faite homme en la personne de Sa Majesté, professeur, ministre et honorable député Danakosi Udegbe, président et recteur de l'institution, pour son engagement fidèle et son intrépidité à servir la cause de la jeunesse africaine, lui qui a su mettre en terre depuis 1992 déjà la graine dont nous apprécions ce jour la succulence des fruits. Mesdames, Messieurs, il est de règle qu'à l'occasion de la remise de ce qui constitue la plus haute distinction qu'une institution universitaire puisse décerner, l'honoris causa, le récipiendaire prenne la parole et prononce un discours. Un discours, une leçon. Je n'y dérogerai point. Je voudrais, au contraire, m'acquitter de ce redoutable mais agréable devoir ici, en convoquant devant vous, selon la tradition du partage qui fait la force de l'université dans la multiversité de son universalité, un sujet fort à la mode, aussi galvaudé qu'il est nouveau, j'ai nommé l'émergence de l'Afrique. Mais comment y aller sans trahir l'éthique de la méthode scientifique? Quel est l'enjeu des propositions de discours, de ce discours de réception auquel je convie qui et nunc votre docte attention. Mesdames et Messieurs, comme chacun le sait, l'université est, par définition, le lieu privilégié des échanges de haut niveau. Elle fut créée en son temps pour permettre à 2 ou plusieurs savants de développer leurs connaissances en collaboration ou en contradiction, de consolider ces connaissances, puis de les disséminer à travers les enseignements dispensés à leurs disciples. Lieu de savoir, donc, centre de diffusion de la science la plus élaborée, laboratoire des recherches les plus avancées, l'université est
au bout du compte, un hospice du développement, de l'invention, de l'innovation, un haut lieu de l'éclosion du génie qui vit de la liberté créatrice inscrite dans les franchises universitaires même. Dans l'Afrique post-coloniale, malheureusement et généralement, l'université n'a pas toujours été au rendez-vous de ses hautes missions. L'université africaine a été plus que systématiquement héritière et sombre succursale de l'université métropolitaine des puissances coloniales, devenant au fil du temps une simple caisse de résonance, une pâle instance de répétition-reproduction des pseudo-vérités des connaissances consacrées universelles par leurs auteurs sous les cieux d'ailleurs exotiques. Université d'extraversion plutôt qu'université de libération. Ce qui est observé des universités du continent ne l'est pas moins des centres et ou instituts de recherche d'Afrique. Ces derniers ne revendiquent habituellement leur label que par référence, par mimétisme et par affiliation à leurs honorables correspondants implantés selon le cas sur les bords de la Seine, de la Tamise, du Tibre ou du Potomac. Du coup, les programmes conduits en leur sein en sont tout naturellement le reflet. Quant aux chercheurs africains eux-mêmes, les meilleurs parmi eux s'exposent à demeurer toute leur vie et leur carrière durant d'éternels étudiants, de brillants assistés même et surtout lorsqu'ils portent les prestigieux titres de docteur, de professeur, de directeur de recherche, de maître de recherche ou de maître de conférence. Comment s'étonner dès lors, mesdames et messieurs, que les institutions scientifiques, les institutions culturelles, les institutions de formation des élites en Afrique n'aient produit bien souvent que le modèle du développement inscrit dans la division coloniale, prétendument appelée division internationale du travail, celle-là même qui gouverne l'ordre mondial que vous savez, inique, injuste. Je parle ici, évidemment, escalité en tant que professeur, moi aussi, directeur de recherche, moi aussi, faiseur de chercheurs de jeunesse, pépinière de demain. Mais je parle surtout en tant que secrétaire exécutif du CERDOTOLA, qui, comme l'a rappelé Monsieur le Président, est un centre dédié, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Alors au CERDOTOLA, le constat que nous venons d'établir a conduit à envisager que l'on se projette au-delà de la simple dénonciation. Le CERDOTOLA, institution d'excellence dédiée à l'étude, à l'expertise, à la sauvegarde, à la valorisation du patrimoine africain et de l'homme africain dans l'histoire, préconise en effet une nouvelle pensée africaine. Selon cette perspective, l'Afrique matérielle et immatérielle est convoquée pour être prise comme sujet, comme objet et comme fin, tout ensemble source et ressources du développement, afin de servir le bien-être des hommes et des femmes du continent, de soutenir la compétitivité de l'économie africaine, d'assurer la construction de la puissance africaine. Enraciner le développement, c'est cela. Enraciner la pensée et l'action transformatrice des potentialités dans l'endogénéité pour impulser et féconder durablement, j'allais dire définitivement, le développement de l'Afrique. C'est cela que propose, en termes simples,
le cerf d'Otola, à travers le concept qui évolue vers une théorie, celle de l'endogénisme émergentiste. At this level, let me say a few words in a language, one language, which is familiar to people studying here in this North American university. So, ladies and gentlemen, the question of development is about humans. It is a matter of concern, and as long as they will be humans, it will be a matter of concern. As regards Africa, the question of development, therefore, is in no way, shape, or form a singular one. What could be more natural, especially when it is agreed that Africa, being cradle of humanity, is also, and after all, a land of men. And yet, who will question the fact that Africa still often remains our Africa, all and again, terra incognita, even as efforts multiply, generating trends and fashionable effects to further the knowledge of Africa, its mise en valeur, its exploitation, its development, and even its putative security of the defense and illustration of its value. In the configuration of the world today, Africa is nevertheless a young continent. Young also, therefore, is the question of development here, at least in its contemporary form. This is also the case because this question of development was taboo. It was a taboo before the independence of African states, except of course under the guise of mise en valeur by and for others. This question of development is closely linked to the birth certificate of each new state, development being predominantly conceived within the framework of national economy and growth needs. All those notions were inevitably problematic for trans-state nations and transnational and multinational states that are inescapable realities in Africa. Lived as such and fostered by people and social forces that do not align with the people and social forces that do not align with the states. They were marked by the anathema of informality. Yet, at the height of difficulties, repressed will have made its irrepressible comeback. And never having been under control, it is so chaotic. It could go as far as structuring the informalization of state structures. In this ambivalence, it is also this comeback which will have produced, by the same token, both the resilience of the African state and the difficulty to master its coordinates and in a strategic perspective of development. Africa's problem is development as a question posed primarily by go-between stakeholders. It is a paradoxical question that raises another one that is crucial, deemed post-colonial. Can the subaltern speak, and a fortiori speak of his development? Otherwise, who can legitimately and pertinently speak about his development? A Ghanaian note of power knowledge has been tied here in the form of a spectrum. On one hand, naivety, incompetence, and the powerlessness of initiatives and approaches, even as they would claim to be of power. On the other, the art of diversion, whose nature Mrs. warned once, clever to misrepresent problems in order to legitimize the wrong solution it purports to provide. For reasons of consistency and to preserve the future, it is important to go back to the origin in order to identify who asked or who carried the question of Africa's development. What is at stake is not only the quality of people, but also, as one is always the child
of one school, also the quality of outputs. More than never before must be reconsidered the background, the legitimacy, and the sincerity of careers, not only vis-à-vis the question itself, but also towards the solutions they propose, along with an imperative. The imperative that is curative or even cathartic incredulity in front of the duplicity of the adopted solutions till now. For ultimately, and regardless of the end one takes it from, it is about mystification. Doubt is sowed and spread in the mind of the stakeholders in whom has been skillfully instilled, as Césaire would say it again, the consciousness of defeat and impossibility for them to turn the development of Africa into a matter of exception, a coded and distorted question, and finally, a confiscated question. Mesdames et messieurs, nous voici au cœur de la quadrature du cercle. Au terme du processus, on retrouve que le point de départ. On ne retrouve que le point de départ. Le point de départ qui, on l'a évoqué peut-être rapidement, est hétéronome. Ce point de départ est d'arrivée posé comme indépassable. C'est, disions-nous, la division internationale du travail. La bête est ici nourrie par son déploiement monopolistique inquestionnable et surtout jamais questionné. Une lecture unique et univoque de la question, un clergé de serviteurs et d'affidés, la vérité effective, dévastatrice de l'unanimité factuelle, des experts institutionnels informant et orientant les acteurs, décideurs et autres responsables entre guillemets. La question du développement de l'Afrique, une question ratatinée et faussée par les contours définis et assignés à son champ. Économie et finances, voilà tout. L'homme qui devrait être au centre, eh bien l'homme est exclu. Il y est fait objet, ou au mieux, sujet d'expérimentation à performer, avec des résultats aberrants pour les paramètres auxquels le système lui-même indexe la performance. Croissance, produit intérieur brut, indice de développement humain, etc. Vous en savez plus que nous. Dans le déploiement performatif visant de façon tout au moins déclarée à élever la condition de l'homme africain au niveau des standards qui font qu'une vie puisse être dite humaine, surgit et s'impose l'humain dont parlait en d'autres temps Cheikh Anta Diop dans ses réflexions sur les renversements paradigmatiques confus entre civilisation et barbarie. L'incrédulité postmoderne à l'égard de ces grands récits émancipateurs qui sous-tendent le développement en guillemets ne peut que s'élever pour confirmer et constater que l'inhumain est fondateur de ces initiatives d'humanisation. L'alternative qui dit « soyez opérationnels dans le système » ou « disparaissez » ne peut pas aller sans atrocité. Et vous le savez, chacun dans sa chair, l'Afrique en est l'illustration la plus frappée. La question du développement est donc désormais une question inévitablement controversée. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue les tentatives de reconsidération et de reprise en main, y compris celles venant du centre de production dominant de l'économie politique du développement. Mais comment ignorer les résultats? Quel que soit le bout du spectre où se positionnent ces tentatives, incompétence ou mauvaise foi, si elles ont été vaines, c'est essentiellement faute de remise en cause des bases fondatrices structurellement incrustées du désastre africain, articulé par et autour de la division internationale du travail depuis quelques 2 siècles. Toute l'histoire des idées, toute l'histoire
de la planification et des projets sur le développement et le décollage de l'Afrique indépendante s'inscrit dans cette réduction infinie du système. Souvenez-vous de la déclaration de Monrovia. Rappelez-vous le plan d'action de Lagos, le traité d'Abuja, les ODM, l'acte constitutif de l'Union africaine, le NEDPAC, les plans nationaux dits d'émergence, l'agenda 2063 de l'Union africaine, les ODD. Rien n'y échappe tout à fait. Les formulations diffèrent, les résultats déjà advenus ou prévisibles restent les mêmes, en tout cas similaires. La raison n'est pas inconnue, c'est que les fondements doctrinaux, les fondements épistémologiques, méthodologiques, bref, les codes cognitifs et opérationnels de la planification et de l'exécution du développement de l'Afrique ne s'éloignent que marginalement de la division internationale du travail, des hypothèques rentières et du primat de l'exogène qui l'actualise en permanence. Malgré les aggiornamentos, telle est bien encore aujourd'hui la situation de l'Afrique qui engage par voie de conséquence l'impératif de lire à rebours le diagnostic de l'agenda 2063 de l'Union africaine en réponse aux questions névralgiques qui se posent. Peut-on rester tel quel au sein de la division internationale du travail? À l'évidence, l'Afrique répond non, puisque les plans nationaux d'émergence et surtout l'agenda 2063 prônent eux-mêmes la diversification économique, voire un certain degré de transformation des matières premières. Mais alors faut-il simplement, en tenant compte des rapports de force, tenter de se déployer autrement en son sein? Dans ce cas, il se pourrait que l'histoire continue de se répéter infiniment, les programmes et plans successifs du développement de l'Afrique indépendante étant réductibles à de telles tentatives de redéploiement. Faut-il en sortir? L'Afrique et les Africains que nous sommes sont sans doute unanimement convaincus que oui, si possible. Seulement, la mémoire collective, tout en les célébrant, pleure désespérément ceux des Africains qui ont essayé d'y aller tout seuls ou par petits groupes, puisqu'ils ont été d'une manière ou d'une autre passés par pertes et profits. Suivez mon regard. La question qui reste alors la plus importante, parce qu'elle nous ramène au désastre du comment qui divise tant les Africains depuis les clivages des groupes de Casablanca contre Monrovia, assurant l'échec. Est-ce possible? Peut-on sortir de la division internationale du travail? Nous disons oui, tout est possible en principe, et ce n'est pas là la question. La question, c'est comment? Comment enfin y arriver au regard du système panoptique qui nous tient et des vagues déferlantes qui chaque fois assaillent ceux qui osent? Face à cette question impliquant tous les enjeux d'orientation, de mobilisation et de gestion de l'incertitude, l'urgence est peut-être d'abord celle d'un nouveau diagnostic dans le cadre d'une nouvelle pensée africaine endogéniste. Celle-ci se donne pour fonction essentielle de renverser l'hégémonie exogéniste inscrite dans l'ordre mondial, c'est-à-dire de faire accéder à la dominance, le primat de l'Afrique dans le choix des outils et des objectifs de l'Afrique. Pour ce faire, la nouvelle pensée africaine devra se substituer à l'existant dans la culture sécuritaire, les schèmes de pensée, les codes d'action et d'interaction africains, que ce soit dans les relations entre Africains eux-mêmes ou dans la relation de l'Afrique, de l'homme africain avec les autres hommes, les autres pays et les autres régions du monde. Dans cette nouvelle pensée, dont les délinéaments plus ou moins disparates existent bel et bien, il y a place pour une réflexion autonome de refondation. Oui, il y a une place pour les hommes et les communautés, telles quelles. Il y a une place pour les traditions des peuples, gouvernance, civilisation, histoire, culture patrimoniale, spiritualité, y compris éthique et esthétique.
Il y a une place pour la légitimation des initiatives et des performances. Il y a une place pour les solidarités reconstituées par le tréfonds des substrats identitaires et par-dessus les frontières artificielles en déconstruction. Du développement, de l'industrialisation et de l'émergence de l'Afrique, la nouvelle pensée africaine propose une restructuration conceptuelle et praxéologique des notions, des interpellations, des responsabilités, des stratégies, en somme, une épistémologie du développement de l'Afrique qui extirpe définitivement le continent, ses hommes, ses femmes, ses enfants, des fourches codines de la division inique du travail mondial mise en place depuis des siècles déjà au profit de quelques-uns seulement. Alors ce comment il part du constat que si les héros que nous avons évoqués tout à l'heure, ceux qui ont essayé d'y aller plus ou moins seuls, ont effectivement été emportés par la raison sacrificielle du système monde, les peuples qui se sont engagés jusqu'au bout ont réussi. Oui, les peuples qui se sont engagés jusqu'au bout ont réussi. Pensez à la Chine, pensez au Vietnam et bien d'autres, étant des exemples. Il s'appuie sur le fait que même droguée par la frénésie rétro-exotique, l'Afrique des forces vives majoritaires, les forces vives majoritaires, ce sont ces masses laborieuses, anonymes, les femmes, les jeunes. Eh bien, cette Afrique n'a jamais cessé de recourir de privilégier aux sources et ressources endogènes pour bâtir sa résilience et désormais s'instruit un procès de convergence très pratique avec l'Afrique officielle. Notez bien que 60% à 80% des Africains ont survécu aux politiques d'ajustement structurel des années 80-90 grâce à leurs ressources propres, les ressources traditionnelles et informelles, notamment celles alimentaires et médicinales. Ces ressources, peu contrôlées par les forces d'imposition exogènes, sont disponibles pour le développement, l'industrialisation et l'émergence. Le moment semble venu de fonder ces trois objectifs sur les dites ressources de façon privilégiée afin de résoudre l'équation différentielle du comment, avec tact, avec diplomatie et surtout avec efficience et efficacité. La nouvelle pensée africaine, la pensée endogéniste, a ainsi pour corollaire l'appel à conclure à cet effet ce que nous avons appelé à Yaoundé, il y a 2 ans, un pacte africain de développement pour l'émergence par les traditions. Nous l'appelons le PADETRA. Oui, le PADETRA, le pacte africain de développement pour l'émergence par les traditions, pour que plus jamais leader ou héros africain ne soit fauché pour s'être isolé en voulant faire seul ce que tous estiment vital. Oui, le PADETRA, pour que puissent être soutenues et accélérées les tendances à la convergence des hommes de bonne volonté pour le progrès et la gouvernance assumée de l'Afrique. Enfin, le PADETRA, pour que les scientifiques d'Afrique et d'autres parmi les amis de l'Afrique, les femmes et les hommes du monde épris de justice et de vérité, sortent effectivement des laboratoires, s'approprient les batailles, s'emparent des outils, examinent, s'approprient les batailles, s'emparent des outils, examinent, débattent, proposent, identifient des cibles et des armes, construisent, tracent des voies, organisent la mobilisation et l'exécution, éclairent enfin la décision. Les actions de plaidoyer doivent se multiplier. Elles doivent aboutir. Ils doivent aboutir, ces plaidoyers. Au-delà, doit s'en suivre une systématisation plus poussée, singulièrement quant à la direction et à la rupture, et à la poussée, la rupture ou la capture. Tout compte fait, nous sommes ici en présence d'une sommation.
à dépasser la fragilité de la promesse africaine. Le nouveau, dont on s'est tant inquiété de savoir s'il viendrait, en fait, le nouveau est déjà à l'œuvre et il se dépêtre des pesanteurs et des forces de destruction. Un nouveau paradigme, l'endogénisme, est le cadre de la pensée. De nouveaux hommes se forment et en forment d'autres, véritables soldats de l'émergence. Dans ce cadre, une nouvelle souveraineté, une nouvelle société s'annonce à l'horizon et au rendez-vous de la conquête. Dans les projections de la nouvelle pensée ainsi convoquée, que nous appelons de tous nos voeux, et dans les réalités qu'elle ne crée pas mais qu'elle étudie dans le but de les voir accéder à la norme et à la dominance endogène, une nouvelle économie africaine s'impose. Elle s'impose dans la réalité confirmée par les statistiques. Elle s'impose comme nécessité, émergence, industrialisation de l'Afrique avec ses traditions. La nouvelle pensée africaine, les nouvelles sociétés africaines, le nouvel homme africain, la nouvelle économie africaine s'esquisse et déjà se laisse dessiner, souvent par un foisonnement d'activités informelles. Nous pourrions développer encore longtemps, parce que, évidemment, c'est un sujet passion, un sujet passionnant, un sujet qui devrait nous passionner tous. Mais enfin, on se résumera à dire que l'hypothèse rétroprojective qui oriente l'endogénisme et le mercantisme en cours de systématisation à partir de l'Afrique est que le développement, l'émergence et la renaissance économique de l'Afrique, comme des autres régions du monde, ont été et seront endogènes et culturellement soutenables et ou ne seront pas. Aucun pays, aucune nation n'a émergé sans référence privilégiée à son héritage intégral propre, y compris son héritage traditionnel, qui apporte des solutions de continuité aux trajectoires historiques configurant les régimes d'accumulation appropriés. Cet héritage est réinstitué de façon à la fois dynamique et discriminatoire par chaque peuple, par chaque entité, selon ses besoins et ses intérêts bien compris, dans un processus syncrétique de création à l'interface de l'endogène et de l'emprunté. C'est cela le défi ultime pour l'Afrique. Sera-t-elle à se saisir de ces enjeux que l'autre, mais un concept opérationnel de refondation et de reconstruction socio-économique pensée et agir en puissance, on ne pas conclure. Nous disons simplement, mesdames et messieurs, quelle est à l'aube des nouveaux enjeux de notre temps. Ce nouvel esprit industriel pose sans embâche la des traditions, condition sine qua non de l'accession du continent au niveau des nouveaux pays industrialisés. Car une Afrique renaissante et émergente est symptomatique elle-même d'une crise profonde des sociétés africaines en général. Traverser de multiples contradictions véritablement aujourd'hui d'un leadership dynamique, stratégique et programmatique, prenant en compte non seulement les règles historiques, culturelles et patrimoniaux, mais aussi les enjeux géopolitiques de notre temps. Pour faire face, il faut faire front. Voici, mesdames et messieurs, venu le temps de la mobilisation et voir s'effectuer à un rythme vertigineux. Voici venu le temps de la maîtrise et de l'appropriation des connaissances. L'université ne saurait se situer en marge de la compétition globale dont l'issue conditionne en partie le destin anthropologique des populations africaines. Aussi de bâtir en Afrique, désormais, un corps de science, un corps de recherche et d'études africaines alimenté par des paradigmes nouveaux, des paradigmes de libération profonde à la hauteur des urgences du continent. Comment le faire sans l'université africaine qui est plus que jamais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sommé de prendre pour le XXIe siècle toute sa place.
Je vous remercie pour votre attention. Thank you for listening to this lesson. Not a speech, but it is a lesson. Thank you for listening. Bye.